Bien, donc grâce à l'action de ce personnage, hein, Jean Moulin, eh bien, vont fusionner les différents mouvements de résistance, notamment de la zone sud, hein, donc de la zone où sont présents les mouvements de résistance comme Combat, comme Libération, comme le mouvement qui s'appelle Franc-Tireur. Tous ces mouvements donc vont fusionner et va être créé donc le Conseil national de la résistance, dont je vous ai déjà parlé, et surtout ce Conseil national de la résistance qui comprend donc les représentants des syndicats, les représentants des partis politiques et les représentants des mouvements de résistance, eh bien tous se placent sous l'autorité du général de Gaulle. Donc finalement, celui-ci a réussi à unifier la résistance extérieure, donc qu'il présidait depuis 1940, c'est-à-dire les FFL, Forces françaises libres, et il va réussir à l'unifier avec les forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire les FFI, c'est-à-dire les résistants. Donc après le débarquement qui va avoir lieu en Normandie le 6 juin 1944, ces différentes forces armées, que ce soit les FFI ou les FFL, vont jouer un rôle dans la libération du territoire, hein. Les FFI sont notamment jusqu'à 400 000 au moment de la libération. Et ces FFI vont intégrer petit à petit l'armée française qui va poursuivre sa route jusqu'à Strasbourg, puis l'Allemagne. Leur participation militaire à la préparation notamment du débarquement du 6 juin et au débarquement de Provence, comme au combat de la libération, a été soulignée notamment par les responsables américains comme Eisenhower, hein, qui avait dit que sans la résistance française et sans notamment tous les actes de sabotage qu'elle avait commis pour freiner euh, les renforts allemands, ben, sans doute que le débarquement aurait échoué, je crois vous l'avoir déjà dit. Mais en tout cas, l'action des différents groupes de résistance, l'action des FFL, eh bien, ça va encore plus légitimer le pouvoir de De Gaulle et ça va surtout permettre l'affirmation politique de ce qu'on va appeler le GPRF, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République française que De Gaulle souhaite mettre en place dès la libération du territoire national. Et pour ça, il va encore se heurter aux Américains parce que Roosevelt, qui considérait, je vous ai dit, De Gaulle comme un apprenti dictateur, ne voulait pas vraiment s'embêter avec ce De Gaulle. Et les Américains avaient déjà prévu une administration qui aurait été gérée par eux, une administration provisoire de la France, en attendant qu'un nouveau gouvernement soit élu. Or, pour De Gaulle, il en est hors de question. Pour De Gaulle, la France est libérée grâce à l'aide des Français et ce doit être tout de suite les Français qui s'administrent eux-mêmes sans passer par l'intermédiaire d'une administration alliée. Donc ça va être encore un sujet de heurt entre De Gaulle et les Alliés, hein, un parmi tant d'autres, hein. Si vous connaissiez De Gaulle et si vous étudiez sa vie, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous verrez que, il s'est heurté plus d'une fois à Churchill, plus d'une fois à Roosevelt, et que beaucoup d'autres personnes que lui auraient renoncé. Alors le GPRF, donc le gouvernement provisoire de la République française, qui est fondé à Alger en 1944, hein, lui-même, il avait succédé à ce qu'on appelait le CFLN, c'est-à-dire le Conseil français de libération nationale, qui lui avait été créé le 3 juin 1943 à Alger déjà. Donc le GPRF, en fait, hein, c'est un embryon d'État, hein, qui comporte dès lors des ministres et qui va s'empêcher de remettre au pouvoir des préfets provisoires qui doivent représenter le général de Gaulle dans les différents départements français. Bref, il s'agit de très rapidement remettre en place une administration pour remettre en activité le territoire et que surtout la France ne tombe pas aux mains de l'administration américaine. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Bien, alors je vous ai fait écouter le discours que va prononcer le général de Gaulle lorsque il va libérer la ville de Paris, donc
la capitale qui avait été occupée par les Allemands depuis le 14 juin 1940. Donc près de 4 ans plus tard, donc le 24 août, Paris est libéré, comme il le dit dans son discours, libéré par les Français et notamment par le général Leclerc, hein, avec la deuxième DB, donc la deuxième division blindée. C'est-à-dire qu'au début, les Américains avaient prévu de contourner Paris, jugeant qu'ils risquaient de perdre du temps et que l'objectif prioritaire était de foncer sur l'Allemagne. Donc il n'était pas question de perdre de temps sur Paris. Or, le général de Gaulle a rencontré le général en chef du débarquement, c'est-à-dire Dwight Eisenhower, et lui a demandé de lui confier la possibilité d'envoyer des soldats français pour libérer Paris, parce que sinon Paris allait rester aux mains des Allemands, et il avait peur que les Allemands s'en prennent aux Parisiens qui avaient déjà commencé à se soulever, notamment les résistants français qui étaient présents à Paris. Donc le général Eisenhower qui estimait le général de Gaulle, ils avaient une estime très forte réciproque, a confié au général de Gaulle et à Leclerc une division blindée pour aller libérer Paris, aller prêter main forte aux résistants qui étaient en train de se soulever contre les occupants allemands, qui étaient encore plusieurs milliers de soldats. Et d'ailleurs, le général allemand qui commandait la ville de Paris, von Choltitz, avait reçu l'ordre d'Hitler de faire sauter la ville et que la ville de Paris ne devait pas retomber intacte aux mains des Alliés. Heureusement, finalement, il a désobéi aux ordres, ou bien il n'a pas eu le temps d'obéir aux ordres. Il y a plusieurs hypothèses qui divergent là-dessus. En tout cas, la ville a été libérée le 24 juin. Et le 26 août, eh bien, vous voyez, De Gaulle défile sur les Champs-Élysées. Alors certains disent que il a fallu attendre le 12 juillet 1998 et la première victoire à la Coupe du Monde de l'équipe de France de foot pour qu'il y ait de nouveau autant de monde sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y avait eu à peu près 1 million de personnes qui ont défilé avec lui. Preuve que la ville était en liesse et que ce symbole très important, la capitale, était de nouveau libéré. Donc là, il défile à Paris, accompagné par les membres du Conseil national de la résistance, et ils sont acclamés par la foule immense. Et à la tête du gouvernement provisoire de la République française, eh bien, à Paris même, De Gaulle va proclamer le rétablissement de la République. C'en est fini de l'État français. Pour lui, ça a été une parenthèse, ça n'a jamais existé. Et finalement, la République n'a jamais cessé de l'être, puisqu'en fait, elle avait continué à Londres par son intermédiaire, et que l'État français du maréchal Pétain était en quelque sorte une verrue qu'il fallait gommer de la surface de la France. Alors vous avez ce dessin qui symbolise la libération de Paris, qui date du 25 août 1944, où on voit une tour Eiffel qui enlace le général de Gaulle, puis vous retrouvez cette image un peu plus basse qui a été prise toujours sur les Champs-Élysées, où on voit le général qui défile. Il faut imaginer ces scènes, hein, 4 ans d'occupation, ce général de Gaulle que les Français avaient fini par presque tous entendre à la radio, hein, parce qu'autant il était inconnu en 1940 et très peu de gens l'avaient entendu le 18 juin, autant en 1944, tout le monde en avait entendu parler. Son nom était inscrit sur les murs, hein, des gens marquaient Vive de Gaulle ou mettaient la croix de Lorraine, hein, vous savez, cette croix avec une double branche horizontale sur les murs. Ce de Gaulle, en fait, qui avait été en quelque sorte mythifié, eh bien, les gens le voyaient pour la première fois, on avait envie de le toucher. C'était véritablement un héros, un vrai sauveur de la France, celui qui avait incarné la résistance à une époque où finalement les Français qui voulaient résister, il n'y en avait pas beaucoup. Alors que là, vous voyez, vous imaginez bien qu'en 44, tout le monde était résistant et personne n'avait été collabo, c'est évident. Donc, pour synthétiser ce chapitre sur la défaite, la collaboration et la résistance, je vous ai mis dans la trace écrite ce schéma. Donc, la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'origine, c'est la défaite face à la France lors de la campagne de mai-juin 40. Là, d'un côté, nous avons l'armistice qui est signé par le maréchal Pétain le 22 juin 40, avec, on a vu comme conséquence, l'occupation de la zone nord et la mise en place du régime de Vichy au sud. Et d'autre part, eh bien, le pendant de l'armistice signé par le maréchal Pétain, c'est le refus de cet armistice signé, qui émane du général de Gaulle. La France libre s'organise d'abord à Londres, puis à Brazzaville. Concernant la politique qui est mise en place par le maréchal Pétain, on a vu la mise en place de ce qu'on appelle la Révolution nationale, hein, pour essayer de revivifier la France,
de la laver de l'ordure communiste, juive, franc-maçonne et créer une France nouvelle avec la devise travail, famille, patrie. Une France qui serait anti-républicaine et qui serait antisémite. Une France également qui va mettre en place la collaboration avec l'occupant nazi et la déportation notamment des opposants et des juifs. De l'autre côté, eh bien, De Gaulle, avec la France libre, va également prendre petit à petit le contrôle de la résistance. Avec la France libre, il va faire des opérations, notamment en Afrique. Il va le faire de Alger, la base arrière de la résistance à partir de novembre 42. Et à l'intérieur du pays, on a vu qu'il allait organiser la résistance à l'aide des FFI, donc les forces françaises à l'intérieur, les FTP communistes aussi, et il va unifier tout cela, forces françaises libres et forces françaises de l'intérieur, autour de lui, pour former un petit peu plus tard le gouvernement provisoire de la République française. Alors, en guise de conclusion de ce chapitre, eh bien, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale, ben, comme son nom l'indique, euh, n'est pas la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a déjà eu une guerre mondiale de 1914 à 1918, mais par contre, c'est la première véritable guerre totale, car il y a une mobilisation totale des énergies intellectuelles, hein, via la propagande, via les idéologies. Il y a une mobilisation totale des énergies économiques et des énergies humaines, hein, des dizaines et des dizaines de millions de soldats et de civils qui sont mobilisés. C'est une guerre idéologique, hein, par exemple pour les nazis, c'est la supériorité raciale contre l'idéologie communiste, ou bien ça va être la guerre de la liberté, de l'humanisme, de la charte de l'Atlantique contre le nazisme. La propagande y est omniprésente, hein, via la radio, la publicité, le cinéma. L'économie est mobilisée avec l'économie de guerre, donc on transforme les usines qui d'habitude, par exemple, font des voitures pour qu'elles fassent des camions ou des chars. On va mettre en place des réquisitions, c'est-à-dire qu'on vous prend de force ben, vos récoltes, vos bêtes. On met en place également dans certains territoires de véritables politiques de pillage, donc on vole, hein, les richesses, hein. On mobilise toutes les énergies humaines, hein. Au total, 100 millions de soldats ont été mobilisés. La main-d'œuvre va être mobilisée pour remplacer justement les soldats qui sont partis à la guerre. Donc, on va mobiliser la main-d'œuvre soit de gré, c'est-à-dire par exemple avec des mesures incitatives comme la relève en France, où on paye les travailleurs pour venir travailler dans un pays. Donc, ça, c'est la relève de gré. Mais souvent, vous le savez, qu'on va mobiliser de la main-d'œuvre de force, hein. Par exemple, dans les camps de concentration, les gens sont forcés de faire du travail gratuit. On mobilise également les cerveaux, hein, dans cette guerre. Ces cerveaux, et notamment ceux des intellectuels, vont permettre des progrès technologiques énormes, hein, notamment dans le domaine scientifique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on va inventer le radar. Le radar, vous connaissez tous pour les sous-marins, les avions. On va inventer le sonar, pardon, pour les sous-marins. Les bombes nucléaires, les missiles V1, V2, qui sont un peu les ancêtres des fusées spatiales, hein. C'est aussi une guerre d'anéantissement, on a vu, avec la volonté de détruire l'adversaire et pas seulement son armée. Une guerre qui est marquée par de nombreux crimes de masse, donc notamment les génocides, les crimes de guerre, les bombardements massifs contre les villes et contre les civils. Euh, Concernant la France, eh bien, après la défaite de 1940, on vient d'en parler, elle se voit divisée en deux camps, entre ceux qui choisissent la voie de la collaboration avec l'Allemagne derrière le maréchal Pétain, et ceux qui vont choisir la voie de la résistance et la poursuite des combats derrière De Gaulle. Finalement, vous le savez, on vient d'en parler, c'est ce dernier qui s'impose. La France est libérée fin 1944, donc la parenthèse de Vichy se referme, et le gouvernement provisoire de la République, c'est-à-dire le GPRF, est reconnu officiellement par les Alliés comme le gouvernement légal de la France. Le monde en 45 est dorénavant traversé par deux sentiments contradictoires, une souffrance atroce, qui est la conséquence de la guerre, du génocide et dorénavant aussi de la peur du nucléaire, hein. L'homme est capable de détruire l'homme. Et aussi, ben, l'autre sentiment qui contrebalance, c'est une euphorie qui est née de la victoire et de l'espoir nouveau, notamment avec la création de l'ONU, qui est censée garantir la paix dans le monde. Voilà, je vous remercie pour la fin de ce cours qui était long, et nous allons pouvoir donc passer maintenant à la géographie. Et nous finirons sur un petit hommage à une personne qui m'était chère. Merci pour lui. Adios.